Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, un peu comme j'ai pu faire la dernière fois avec Johnny Bratton, où je vais essayer aujourd'hui de vous parler de Kid Gavilan, et donc le faucon cubain, ou l'enfant faucon, le cubain du coup, l'un des meilleurs boxeurs cubains de l'histoire, en tout cas en professionnel, probablement le meilleur, meilleur que Napolis, et ouais. Il s'agit d'un de mes boxeurs préférés, Kid Gavilan. Vraiment, si je pouvais boxer comme un type, j'aimerais probablement boxer comme lui. C'est dur de vraiment trouver, enfin de choisir qu'un seul boxeur parmi tous les super boxeurs qu'on a pu voir à travers l'histoire. Mais il y a des jours où malgré tout je me dis que ce serait lui si jamais je devais en choisir un numéro 1. Pas tout le temps bien sûr, il y a d'autres noms qui reviendraient, un Timur, Joe Louis notamment. Mais il y a des moments où je me dis, si je dois en prendre un quand même c'est Gavilan. Dans mon top 5 meilleurs poids welter de tous les temps, ça annonce la couleur. Vous allez voir qu'il a une carrière extrêmement large. Je vais essayer de revenir rapidement dessus. J'ai pas forcément, comme j'avais pu faire la dernière fois, pris tous les gros noms qu'il a pu affronter. Je vais essayer rapidement de faire un petit dérivé. Sachant que si jamais vous voulez une vidéo un peu plus complète, un peu plus montée, et en anglais, je vais probablement vous mettre en description, en commentaire, un super documentaire qui a été fait il y a quelques années, The Rich, The Fighting Historian, qui est une chaîne pépite anglophone, qui du coup comme ça parle de beaucoup de vieux combattants. Honnêtement, en fait, j'aurais en soi pas grand chose de plus à ajouter, et si par hasard je devais monter cette vidéo, je ferais probablement la même, avec juste les quelques infos que j'ai en plus, et voilà, donc c'est pour ça que l'objectif c'est surtout vraiment de vous en parler rapidement, pour tous les gens qui parleraient pas forcément hyper bien anglais, ou qui seraient pas forcément hyper à l'aise avec le fait d'aller vraiment regarder des documentaires. Et pour vous donner un petit peu envie de vous intéresser à ce boxeur, c'est vraiment ça l'objectif ici. Mais si jamais vous voulez des trucs un peu plus complets, qui rentrent un peu plus dans les détails, n'hésitez pas. C'est pas ma seule source bien sûr, hein. Je me suis renseigné un peu plus que sur Kid Gavilan qu'en regardant qu'un seul documentaire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses enfin beaucoup d'informations que j'ai retenues de là-bas quoi. Donc je pense que vous retrouverez pas mal de sources en commun. Donc bon globalement Kid Gavilan, donc c'est un cubain qui du coup né à Cuba. Son vrai prénom c'est Gerardo González. Alors il est pas né en s'appelant González, hein, il est né en s'appelant Gerardo Maras, mais bon, il prendra le nom de son beau-père González. Il va naître en 26 à Cuba, dans honnêtement une province un peu paumée, et quand il sera jeune il va essentiellement bosser dans les champs, et bosser donc dans les champs de canne à sucre avec un bolo knife, donc qui sont en gros des petites fossiles, et les gens coupaient les cannes à sucre en faisant des petits mouvements circulaires. Ce move, donc c'est comme ça qu'il va donc grandir un petit peu en développant son physique, en développant sa force. Et ce fameux coup, on va beaucoup le retrouver dans la carrière de Gavilan, donc le bolo punch, qui a été inventé par Seferino Garcia, philippin, probablement lui aussi en utilisant des bolos dans les champs de canne à sucre en Philippines. J'en sais pas plus, mais c'est probablement comme ça que ce coup-là a été développé. Mais c'est vraiment Gavilan qui va le rendre très populaire. On le retrouvera derrière par la suite, notamment chez Sugar Ray Leonard, qui l'a réutilisé très bien. Mais vraiment, s'il y a un master du bolo punch qui doit être donné, ce sera Gavilan, à jamais je pense, probablement. C'est un coup qui est extrêmement bien placé dans sa boxe. Il va rapidement découvrir la boxe très jeune, il va passer pro assez jeune aussi. Donc à 16 piges, hein. Donc c'est jeune, 16 piges, c'est vraiment très jeune. Il va faire ses premiers combats à Cuba, essentiellement il va quasiment tous les gagner, mais bon, il n'y a pas forcément beaucoup de défis. Il va partir assez vite à New York. L'idée c'est que c'est un combattant qui est en fait assez inconsistant, Kid Gavilan, et c'est ce qu'on va vous retrouver dans toute sa carrière. Et c'est pour ça qu'il va avoir pas mal de défaites au compteur, hein. Je vous spoil un petit peu, mais son parcours, son palmarès global, on est sur du 108 victoires pour 30 défaites et 5 nuls. Donc ça fait quand même pas mal de défaites, même s'il y en a pas mal qui sont aussi à la fin de sa carrière bien sûr. Il a quand même atteint un moment où il perd son titre, un total de 98 victoires pour 15 défaites, donc quoi que le ratio est quand même meilleur. Mais malgré tout, 15 défaites qu'il va accumuler tout au long de sa carrière, notamment parce que c'est quelqu'un qui manque de consistance, ça va lui jouer des tours tout le temps, notamment ce qu'il avait tendance à faire, c'est qu'il avait tendance, ce petit coquinou, à pas trop combattre pendant la majorité du round, et dans la dernière minute, à se donner. Alors il y en a qui disaient que c'est parce qu'il faisait la fête et que du coup il n'avait pas de cardio, lui il dirait que c'est parce qu'il n'était pas assez expérimenté. Bon, dans tous les cas, c'est ce qu'il aura tendance à faire vraiment au début de sa carrière, et donc ça va lui coûter pas mal de victoires, notamment parce que il y a des moments où, en fait, donc la foule va être plutôt, va beaucoup apprécier ce style de combat, où du coup on va avoir un round à chaque fois avec beaucoup d'agitation, les juges un peu moins, parce que du coup ils verront qu'il a finalement été actif que pendant un round. Donc bon, il va quand même affronter des noms assez importants à l'époque, hein. Il va notamment affronter Ike Williams. Alors il perdra une décision, soi-disant serrée, mais c'est quand même pas rien d'affronter Ike Williams, très très jeune. Il va perdre contre Doc Radford, où je crois que c'est un peu personne, si je dis pas de bêtises, faudrait que je m'enseigne un peu plus, mais je crois que c'est pas un très gros nom. Et surtout, en 48, il va avoir l'opportunité, avec un palmarès de 46 victoires pour 5 défaites et 2 nuls, d'affronter dans un combat sans titre en jeu le champion du monde, Sugar Ray Robinson, considéré comme le meilleur poids welter de tous les temps, le meilleur boxeur pound for pound de tous les temps. Il va perdre une décision honnêtement assez large. Globalement, les gens étaient très hype par ce combat parce que c'est deux boxeurs qui sont vraiment exceptionnels, Gavilan et Robinson, même si Gavilan aura l'occasion encore de mûrir dans sa boxe. Et apparemment, le combat était une purge, puisque vraisemblablement, les deux n'ont pas vraiment osé s'engager, et Robinson, qui était un petit peu plus actif, a chopé la décision. Assez large, hein, globalement, les juges lui donnent entre 6 rounds et 7 rounds sur 10, quoi.
Donc assez large. Malgré tout, il va rebondir Gavilan notamment en battant 2 fois Ike Williams en poids léger, pardon, en poids halter. Donc Williams qui était un ancien champion léger qui restait très très bon. Et ces bonnes victoires vont lui permettre d'avoir la chance de affronter Robinson cette fois-ci pour le titre mondial. Encore une fois, il va perdre, cette fois-ci en 15 rounds. Encore une fois, une décision qui est assez nette. Donc les juges lui donnent entre 9 et 12 rounds à Robinson, et du coup entre 6 et 3 à Gavilan. À l'époque, c'était toujours en 15 rounds, les championnes du monde. Apparemment, ce combat était un petit peu plus intéressant que le premier, mais encore une fois, assez chiant. Globalement, peu d'engagement de la part des deux combattants, et bon, bah, du coup, on s'est un peu chier, quoi. Malgré tout, il va quand même assez bien rebondir, puisqu'il va réussir à choper des victoires, attention, contre Rocky Castellani, je vous en avais parlé, très bon poids, très bon contenders moyen, contre Bojack, qui est quand même sur la fin de carrière, il faut le dire, mais qui reste Bojack, contre Laurent Dossuil, et c'est avant ses combats contre Lamota, Dossuil qui a battu Lamota une fois et qui aurait vraiment dû lui prendre son titre parce qu'il était largement en avance au point s'il s'était pas fait choper par KO à la dernière reprise sur honnêtement une masterclass de comeback, mais malgré tout, vraiment un boxeur qui n'est pas du tout sous-estimé. Il va perdre contre Billy Graham qui honnêtement, Billy Graham, hein, excellent pour welter aussi, qui vraiment je pense est peut-être passé en fait à Kid Gavilan, peut être considéré comme l'un des plus grands welters de tous les temps. Parce que le problème, c'est que Gavilan va vraiment prendre nombre de Billy Graham un peu tout le temps, et qui est probablement, du coup, je pense, l'un des meilleurs welter à pas avoir chopé de titre, malheureusement. Bon, il va aussi perdre quelques combats dans la foulée, hein, je vous ai dit que c'était quelqu'un qui restait avec un manque de consistance. Mais bon, malgré tout, une victoire, notamment contre Billy Graham, va lui permettre derrière d'avoir une chance pour affronter Johnny Bratton, donc, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, pour le titre NBA détenu par Bratton, et le titre vacant eh bien, des poids welter. Donc NYCC The Ring. Globalement, Kid Gavilan va donc battre Johnny Bratton assez largement, malgré tout le combat sera quand même serré. Alors le pointage des juges en fait, ne donne pas un combat si serré, mais en pratique, Bratton était quand même loin d'être complètement dépassé dans ce combat. Je vous invite à le voir, il est pas très long et c'est vraiment super. Enfin, j'ai quasiment trouvé que des highlights de ce combat, j'ai pas forcément précisé ça avant. Enfin bref, en gros, j'ai pas trouvé la version complète quoi. J'ai trouvé que des versions genre de 10 minutes, un quart d'heure. Facilement à voir, mais c'est vraiment très impressionnant. À partir de là, donc il devient champion unifié en 51, titre qu'il va garder pendant 3 ans jusqu'en 54, et pendant 3 ans des défenses de titre, il va en enchaîner pas mal. Notamment, il va enchaîner une défense de titre contre Billy Graham pour sa première défense, et honnêtement, c'est considéré comme étant un peu un vol. Alors évidemment, c'est compliqué parce que j'ai pas vu d'image de ce combat, je sais même pas s'il y en a, faudrait que je me renseigne, mais globalement, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, quand même, le combat a eu un peu de service sur un plateau à Kid Gavilan. On viendra juste après à ce niveau-là sur la fin. En fait, non, je vais revenir même tout de suite dessus. Il aurait été dit que Kid Gavilan aurait été un combattant qui aurait été un peu contrôlé par la mafia, et notamment son manager qui aurait eu des liens avec la mafia. Ce qui pourrait expliquer notamment ce genre de défense un petit peu donnée pour Kid Gavilan, donc contre Billy Graham. Évidemment, quand on a comme ça ce genre de combattants qui sont contrôlés par la mafia, c'est toujours compliqué de savoir lorsqu'ils perdent, est-ce que c'est parce qu'ils étaient vraiment moins bons ou pas. Lorsqu'ils gagnent, est-ce que c'était vraiment parce qu'ils étaient meilleurs ou pas. Ça peut toujours être un peu compliqué. Mais dans le cas de Kid Gavilan, heureusement, on a suffisamment de clips de lui pour malgré tout se rendre compte que ses skills c'était réel. Et il a quand même suffisamment de noms affichés à son palmarès et de temps en temps battu de manière suffisamment décisive pour qu'on puisse malgré tout considérer que c'était un combattant vraiment d'exception. C'est pour ça que je le place si haut. Il fera également du coup, dans sa 10e défense de titre, il pourra affronter Bobby Dykes, alors, il remportera ce combat par décision partagée. De ce que j'ai vu, globalement les gens ont dit que c'était plutôt une décision unanime qu'il aurait dû gagner. Le combat était serré jusque dans le dernier round où Gavilan les a tous pris, et du coup ça lui a permis de finalement partir en tête. Dykes, qui était classé numéro 2 par The Ring sur cette année-là, donc c'était pas n'importe qui, et surtout c'était le type qui s'était fait battre en un round par Bratton l'année d'avant, et c'est justement cette victoire-là qui a permis à Bratton d'avoir une chance mondiale, donc on se souvient. Dykes, c'était pas n'importe qui. Il va continuer à afficher des noms très très hauts à son palmarès, notamment, alors j'ai parlé d'Eduardo Los juste après. Eduardo Los, qui est sûrement l'un des meilleurs boxeurs argentins et les plus sous-estimés, c'est un type qui a pas eu de chance mondiale, mais a un poids moyen exceptionnel dans les années 50. Et juste avant ce combat contre Los, il va affronter Gil Turner, et bien pour sa ceinture de champion des poids welter. Donc Gil Turner, à ce moment-là, qui était vu comme le type qui allait détrôner Gavilan, parce que Gavilan commençait à être un petit peu descendant. Voilà. En vrai, il gagnait beaucoup de combats par décision partagée, quoi. Donc les gens commençaient à se dire que Gavilan c'était bientôt fini, mais ce combat contre Turner va vraiment redonner des ailes à Gavilan, qui a donc gagné en s'imposant par KO à la 11e reprise. Le combat qui était encore très serré jusqu'à présent, il y a 2 juges sur 3 qui donnaient une égalité, 5-5, et un seul qui donnait un petit point d'avance à Gavilan, 6-4. Donc, du coup 2 points d'avance, bref un round quoi. Donc le combat était hyper serré jusqu'au KO de Gavilan. Et ce combat, mais quel combat! Vraiment, je vous invite à le voir, la version complète est sur YouTube. Je pense que c'est probablement l'un de mes combats préférés, je pense en top 10, top 15 peut-être. J'ai pas de top 10 précis, mais en tous les cas c'est sûr que c'est top 15. C'est vraiment juste fantastique. Ça montre ici une tendance, on va dire des qualités de slugger beaucoup plus prononcées chez Gavilan, qui va faire vraiment un combat exceptionnel. Quel combat!
Vraiment, vraiment quel combat. À partir de là, en plus c'est vraiment super parce que donc, comme je vous ai dit, Gavilan va pouvoir choper une victoire contre Los, qui est donc un combattant argentin extrêmement sous-estimé, qui a jamais eu de chance pour le titre, mais qui est un excellent point moyen. Il va enfin battre de manière décisive Billy Graham en 15 rounds, donc ce qui est finalement vraiment décisif, hein, pour le coup, il va vraiment lui mettre beaucoup de points d'avance. Donc finalement, voilà, Billy Graham qui a été un petit peu, en vrai, un roi sans couronne pendant pas mal de temps. Cette fois-ci, définitivement, lègue sa couronne en toute humilité et en toute légitimité à Gavilan. Gavilan qui à ce moment-là est vraiment considéré comme étant sur le toit du monde, notamment après une victoire contre Chuck Davey, qui était à l'époque un boxeur très populaire, qui était invaincu, il y a beaucoup, qui était un southpaw très rare à l'époque, et il y a pas mal de gens qui le donnaient vainqueur contre Gavilan. Malheureusement, en fait, ce combat sera un peu un mismatch. Davey n'avait pas du tout le niveau, Gavilan va être largement au-dessus, tellement au-dessus qu'il va se foutre de sa gueule et passer en southpaw au milieu du combat pour se moquer de lui. Il va finir par gagner un KO en 10 rounds. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait il aurait pu le finir dès le 4 ou le 5 et qu'il a un peu laissé durer le suspense. Voilà, c'était aussi c'était du Gavilan quoi. Voilà, il a laissé gérer le combat pour le spectacle. À ce moment-là, donc on est fin 53 et il y a beaucoup de gens qui disent que Gavilan c'est tout simplement le meilleur combattant pound for pound. On est en fait dans une période un peu creuse pour Robinson à ce moment-là en fait il y a un peu un trou qui est laissé et les gens se disent ouais non mais vraiment c'est Gavilan qui est au top quoi. Ce qui est quand même fou parce que quand on y pense 53, qui sont les champions 53? On a Sadler qui est champion en poids plume, on a Moore qui est champion en poids mi-lourd. En moyen, du coup, bon, alors je sais plus exactement à cette date-là précise, mais en gros, on est entre du Robinson et du Bob Olson, quoi. C'est pas rien du tout. Je sais plus si j'ai dit, mais en lourd, on a Marciano. Enfin, c'est pas rien. Et vraiment, prendre. Ah oui, on a Jimmy Carter en léger, mais Jimmy Carter, ça a toujours été un peu au débat. Il a beaucoup perdu, il a gagné son titre, donc c'était pas très stable comme situation. Mais quand même, et vraiment réussir à être en si haute estime alors qu'on a à ce point-là des légendes qui vous encadrent, c'est vraiment un truc exceptionnel. Donc Kid Gavilan, vraiment un boxeur super. Il va malheureusement perdre un petit combat juste après contre Danny Womber, qui du coup a utilisé un peu la technique de Gavilan contre lui. C'est-à-dire qu'il a pas fait grand-chose pendant 2 minutes et puis il a fini le round vraiment en force pour en vrai un peu voler les rounds. Bon, le combat malheureusement pour Womber est sans titre en jeu. Mais ça fait un petit peu baisser la hype Gavilan de le voir perdre comme ça un combat sans titre en jeu. À ce moment-là, il y a encore 2 défenses des titres qui vont suivre pour Gavilan. Déjà une victoire contre Tiger Jones, dont je vous ai parlé la dernière fois, qui avait battu Bratton. Et surtout 2 victoires, enfin 2 défenses de titre, notamment une contre Carmen Basilio, boxeur qu'on ne présente plus, Carmen Basilio, tombeur de Robinson, champion welter excellent, qui sera derrière, du coup, qui deviendra champion welter après notre très cher Gavilan. Il va remporter une décision partagée, mais globalement, en vrai, Gavilan a quand même outbox Basilio. Il finira quand même sur le cul pendant un petit round, Gavilan. Enfin, il va être mis à terre par Basilio. C'était seulement la 2e fois de sa carrière que Gavilan sera mis à terre. Et en effet, c'est assez impressionnant de le remarquer, mais jusqu'à présent, Gavilan n'a jamais perdu par KO. Et en fait, Gavilan ne perdra jamais par KO de toute sa carrière. Ni par TKO, hein, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais arrêté. Il sera mis que 2 fois au tapis, dont une fois par Carmen Basilio, c'est quand même pas n'importe quoi. Bon, malgré tout, il a quand même remporté le combat. Il fera une dernière défense du titre contre Johnny Bratton, qui malheureusement à l'époque était quand même plus vraiment le Bratton d'antan, quoi. Il était quand même vraiment très diminué. Donc c'est une défense où Gavilan va exploser Bratton, vraiment. Et à ce moment-là, on continue de se dire que malgré cette petite défaite contre Womber, Gavilan est toujours un champion qui est exceptionnel en fait, et qui a réussi à retrouver un second souffle à sa carrière, alors que les gens l'enterraient déjà en 52. Donc c'est vraiment des années dans lesquelles il va faire vraiment des performances excellentes. Il va être un petit peu trop gourmand, il va tenter de monter en point moyen contre Bobo Olson. Malheureusement, il va perdre ce combat. Donc c'était bien Olson qui était champion à ce moment-là. J'avais raison, c'était pas Robinson. Donc il a profité de ce petit creux pour s'imposer en tant que numéro 1 pound for pound. Malheureusement, du coup, il va perdre contre Olson. Donc tentative ratée de devenir champion dans 2KT. Mais bon, dans les faits, c'est pas forcément si grave que ça, parce que il est toujours champion des poids welter, et il a toujours de quoi faire des trucs très bien en welter. Et en effet, puisque du coup, il va faire un excellent combat contre Johnny Sexton, et pourtant, c'est un combat qu'il perd. Il y a beaucoup de gens, enfin, Johnny Sexton en fait était aussi contrôlé par la mafia. Je vous ai dit que Gavilan était contrôlé par la mafia, et il y a beaucoup de gens qui pensent que Gavilan, qui pensent que le manager de Gavilan voulait encore un petit peu le dégager à ce moment-là, parce qu'il avait l'impression qu'il pouvait plus beaucoup faire d'argent avec lui. Alors, c'est quand même malgré tout des choses qui sont à considérer, parce que globalement, il y a vraisemblablement eu très peu d'action pendant le combat. Globalement, il y a eu des décisions et un arbitrage qui a été très en défaveur de Gavilan. Pour autant, il semblerait quand même que Gavilan était sur le déclin depuis sa défaite contre Olson, parce que Saxton, on dirait qu'il n'a pas forcément fait grand-chose pour gagner le combat, c'est vrai, mais qu'il n'a pas forcément eu de faire grand-chose non plus. Donc en fait, bon, en gros, ce que j'essaie de dire par là, peut-être de manière pas très convaincante, c'est que Saxton remporte un combat dans lequel on a des doutes, notamment s'il n'y aurait pas eu une ingérence de la mafia. Mais en vrai, si jamais Johnny Saxton s'était donné
comme si jamais il n'y avait pas eu de mafia derrière pour lui assurer les victoires. Il semblerait malgré tout que Saxton aurait quand même été capable de vaincre Gavilan. Donc voilà, il faut quand même remettre en question, enfin remettre un petit peu en contexte toute cette victoire-là. À partir de là, c'est vraiment la douche froide pour ce cher Gavilan, qui va continuer de combattre, parce qu'il a toujours besoin d'argent, mais malheureusement, dans des circonstances qui sont vraiment terribles. Essentiellement, il va perdre contre Bobby Dykes, qu'il avait gagné précédemment. Il va perdre contre Los. En fait, il va perdre contre quasiment tous les bons adversaires qu'il va affronter. Il va perdre contre Tony DeMarco, qui sera champion Walter brièvement. Donc voilà, c'est un peu triste. Il va perdre contre Del Flanagan, dont je vous ai parlé. Il va perdre contre Jones, il va aussi avoir une petite split décision. Mais bon, 1-1 à la fin contre. Enfin, du coup, il va être en 1-1 sur la fin de sa carrière contre Jones. Enfin, en cumulé, il est en 2 victoires et une défaite, mais sur les 2 combats qui font à la fin, il sera en 1-1. Et finalement, il prend sa retraite en 58, notamment parce qu'il a des problèmes aux yeux. C'est cher Gavilan, il a des problèmes aux yeux. À ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer à Cuba. Évidemment, il y a de la thune, donc c'est génial. Il rentre à Cuba donc en 58-59. Il a plein d'argent, c'est super. Il a des propriétés, machin, il a plein de trucs. Et puis Castro arrive au pouvoir. C'est terrible pour Gavilan parce que du coup Castro va lui prendre tout son argent. Et en plus, il a des problèmes de dos, donc il ne va même pas travailler en tant que farmer, en tant que fermier, donc c'est très compliqué. Il va réussir à revenir aux États-Unis en s'échappant du pays, dans lequel il va vendre des saucisses parce que il a besoin de thune en fin. Et du coup, il aura une fin de vie qui sera assez compliquée. Lui, pour le coup, c'est pas forcément un boxeur qui avait tant mal géré que ça ses finances. C'est surtout un boxeur qui a été en fait chopé par le régime de Castro et qui n'a pas pu faire grand chose parce que toute sa thune est partie dans les poches du gouvernement. Donc c'est vraiment terrible comme fin de vie. Malgré tout, on pourrait se dire que c'est peut-être pas un combattant qui est si exceptionnel que ça. Malgré tout, il a quand même beaucoup de défaites, etc. 30 défaites. Hein. C'est l'un des combattants qui a été introduit au Boxing Hall of Fame en 90 dans la première phase d'induction. Aux côtés de légendes, genre Armstrong, genre Robinson, genre Joe Louis, on retrouve Kid Gavilan. Kid Gavilan, c'est à ce point-là un boxeur d'exception, et je pense que c'est un type dont on a peut-être tendance à un peu trop dormir dessus. Mais honnêtement, sur Robinson, il aurait pu être champion des poids welter bien plus tôt, il aurait pu garder le titre pendant très longtemps, et il a eu vraiment une domination assez importante sur une catégorie qui était très bonne. Finalement, la fin de sa carrière est pour moi un peu douce amère, notamment cette perte de titre contre Saxton, parce qu'on ne saura jamais trop si jamais en fait il aurait pu battre Saxton, mais que on l'a volé, ou si en fait Saxton était meilleur, mais que, enfin bref, vous comprenez un peu ce que je veux dire. En tout cas, c'est vrai que son faux pas aurait peut-être été d'aller chercher un second titre contre Olson. Malheureusement, il n'aurait pas été capable de ces exploits-là. Et puis surtout, c'est un type qui avait un style de boxe vraiment exceptionnel. Je vous invite à aller voir ses combats, notamment contre Gil Turner, où c'est vraiment l'un des meilleurs combats que j'ai pu voir. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas des images de combat, enfin qu'on n'ait pas de vidéos de ces combats contre Robinson. J'aurais adoré voir tout ça. Je pense que ça devait être visiblement un peu chiant, mais magnifique probablement. Et puis voilà, donc le Faucon cubain, un style de boxe exceptionnel, un boxeur exceptionnel, un palmarès exceptionnel. Voilà, je vous invite tout simplement à vous renseigner un petit peu plus sur lui et à regarder le documentaire que je vous mettrai en description, commentaire, je sais pas exactement, si jamais vous voulez un truc un peu plus monté et probablement des informations un petit peu plus précises. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.